Bonjour à tous. J'ai souhaité, suite au conflit qui oppose, vous le savez bien, à l'heure actuelle, l'Ukraine et la Russie, j'ai souhaité m'entretenir une nouvelle fois avec Bruno Guig, dont vous aviez vu l'intervention à propos de la Chine, hein, qui d'ailleurs vous avait beaucoup intéressé. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, n'étant pas spécialement le plus informé sur la situation en Ukraine et le plus à même de faire l'analyse, je me suis dit qu'un échange justement avec Bruno Guig pourrait être intéressant justement pour revenir un petit peu sans s'éterniser et entrer dans des détails. Il y a des choses qui ont beaucoup été faites. Il y a de bonnes vidéos de camarades, je pense notamment à la vidéo du canard réfractaire par exemple, qui est beaucoup revenu sur la situation, les faits, comment tout ça s'est développé. On a produit quelques articles sur la franchise. Bruno Guig lui-même a publié plusieurs articles sur RT, sur Front Populaire, Initiative communiste, etc. ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc, on va essayer d'entrer un peu dans le vif de l'actualité qui est brûlante à l'heure où nous parlons. D'ailleurs, je rappelle qu'au moment où nous enregistrons, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer entre-temps, nous sommes donc le samedi 26 février et il est midi heure de Paris. Et donc, c'est à partir des informations qui se sont données à ce moment-là que nous allons intervenir. Alors, je te remercie, Bruno, du coup, d'avoir accepté cette invitation. Je pense quand même qu'on va revenir un petit peu, encore une fois, sans entrer voilà, dans le pisaillement des moindres détails, et puis il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais quand même essayer de redonner un peu une vision globale des raisons de cette intervention. Alors, je ne sais pas comment on doit la qualifier, offensive, intervention, etc. Déjà, c'est une première, mais je te laisse d'emblée la parole pour pas qu'on s'éternise et essayer de revenir un petit peu depuis 2014 dans les grandes lignes et puis plus particulièrement ces derniers jours. Qu'est-ce qui a conduit justement à ce conflit? Comment est-ce qu'on peut l'analyser autrement que de la manière dont l'ont fait les médias mainstream depuis plusieurs jours? Oui, c'est vrai que ce qui manque d'une manière générale dans l'avalanche de commentaires dont cet événement fait l'objet, c'est, à mon avis, l'analyse des causes. Et c'est toujours en analysant les causes qu'on comprend un phénomène, de manière générale, et en particulier un phénomène historique qui relève bien sûr de l'histoire du temps présent, mais qui est, à mon avis, un phénomène, un événement important et qui sera lourd de conséquences. Alors les causes, je crois qu'à partir du moment où la Russie prend cette initiative militaire, c'est qu'il y a une situation qui est perçue par les dirigeants russes comme une situation de non-retour. D'ailleurs, l'expression a été employée récemment par de responsables russes. Point de non-retour, de quel point de vue? Du point de vue des relations entre la Russie en tant qu'État souverain, avec tout son arrière-plan historique et géopolitique que l'on connaît, et ses partenaires habituels de l'Ouest, que sont effectivement les Occidentaux, avec des entités qu'il faut distinguer. Il y a les États-Unis, il y a l'OTAN, il y a l'Union européenne. Bon, et puis, il y a à l'intérieur de l'Union européenne, parfois, le jeu plus ou moins particulier de tel ou tel pays. Or, dans cette histoire-là, dans l'histoire des relations de la Russie avec l'Ouest, pour simplifier, on a atteint effectivement au cours des derniers mois une situation qui est un peu exceptionnelle parce que les Russes, en fait, très clairement la perçoivent comme telle. C'est-à-dire qu'on arrive au bout d'un processus qui est celui de l'élargissement totalement inconsidéré de l'OTAN, qui a été engagé, comme on le sait, à partir de 1991, en violation, rappelons-le, des engagements pris à l'époque vis-à-vis de Mikhail Gorbatchev. D'ailleurs, la presse allemande a publié récemment le fameux document qui atteste de l'engagement écrit de l'OTAN, des États-Unis, de l'OTAN, de ne pas s'élargir à l'Est. Donc, je dirais, toute la causalité profonde des événements que nous sommes en train de vivre, à mon avis, tient à cette forfaiture, à cette violation d'un engagement solennel pris par l'Occident de ne pas élargir jusqu'aux frontières de la Russie le dispositif militaire, qui n'est pas un dispositif anodin, puisque l'OTAN, rappelons-le quand même, c'est une énorme machine de guerre. C'est une machine de guerre qui réunit près d'une trentaine de pays, qui a un budget colossal. C'est 16 fois le budget militaire de la Russie, tout de même. 16 fois le budget militaire de la Russie. Et donc, il n'est pas du tout anodin pour la Russie de se retrouver complètement encerclée par des pays membres de l'OTAN. Tant qu'on n'a pas intégré dans le raisonnement la façon dont les Russes perçoivent cet encerclement, au-delà de toute considération, comme le font souvent les médias occidentaux, sur le complexe obsidional, voire la paranoïa des Russes en général et de Poutine en particulier, est évident qu'il y a une situation objective qui ne pouvait pas laisser la Russie
je dirais, dans l'expectative, dans l'attente de je ne sais quelle bonne volonté qui se serait manifestée du côté occidental pour trouver un arrangement, faire en sorte que l'encerclement ne soit pas si, je dirais, menaçant que cela. Non, on est arrivé clairement à une situation qui est intenable. Enfin, si nous étions russes et conscients des impératifs de sécurité de notre pays, nous partagerions, je crois, cette inquiétude qui est légitime de la part de ce peuple, de se voir comme ça encerclé par des gens qui avaient promis qu'ils ne le feraient pas, qui ont maintenu d'ailleurs en l'état une alliance militaire dont la vocation initiale était de faire face à une menace dite soviétique à l'époque. Et on voit bien que l'appareil de l'OTAN a largement survécu à la disparition de l'Union soviétique et qu'il a été maintenu pour engager une nouvelle politique, qui relance d'ailleurs une nouvelle forme de guerre froide, évidemment, qui vise à contenir, voire à refouler l'Union soviétique. La Russie ayant remplacé dans l'imaginaire occidental l'Union soviétique comme l'axe du mal. Bon. Donc là, si on ne prend pas ça en compte, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Alors qu'ont fait les Russes, justement? Ils ont d'abord tenté, je dirais, de trouver une issue par la négociation. Ils ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait de ne pas voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN, la Géorgie entrer dans l'OTAN, la Norvège entrer dans l'OTAN, la Finlande entrer dans l'OTAN. Et ces demandes, ma foi, sont légitimes. Alors, certains ont répondu, oui, mais ce sont des États souverains, ils font ce qu'ils veulent. Bien entendu. Dans les relations internationales, en principe, on a des relations entre des États souverains, qui sont parfois des États-nations, donc c'est de l'international, et bien sûr, chacun exerce sa souveraineté, mais ce n'est pas parce qu'on est souverain qu'il est légitime pour autant d'entrer dans une alliance qui est perçue par un partenaire ou un voisin comme particulièrement menaçante. En tout cas, ce n'est pas particulièrement intelligent. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que les dirigeants ukrainiens successifs, depuis ces dernières années et surtout depuis 2014, aient brillé par leur perception rationnelle du contexte dans lequel ils se sont eux-mêmes laissés entraîner et des conséquences que on voit aujourd'hui, tout cela a pu avoir. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est très important, et c'est vrai que les dirigeants russes l'ont souligné, mais ce n'est pas parce qu'ils le disent que ce n'est pas vrai. Il y a, depuis 2014, un contexte très particulier, puisque depuis 2014, on a à Kiev une série de présidents et de gouvernements qui se succèdent, qui ont tous la même orientation. Ils veulent entrer dans l'OTAN, ils sont clairement anti-russes, ils mènent une guerre larvée où ils laissent mener à des groupes extrémistes une guerre larvée contre les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Et donc, ils entretiennent en fait une conflictualité dont l'acmé observable au cours des dernières semaines a été un des éléments déclencheurs de l'offensive russe, très clairement. Enfin, on ne va pas me faire croire que la Russie aurait fait ce qu'elle a fait s'il n'y avait pas eu dans les dernières semaines, et notamment les derniers jours, une aggravation considérable des tensions entre Kiev et les républiques autoproclamées. Bon. Et d'ailleurs, si on consulte les documents sur lesquels on a pu avoir la main en provenance de l'OSCE, on s'aperçoit que la plupart des bombardements qui ont eu lieu dans les dernières semaines étaient le fait de l'armée de Kiev, de groupes dépendants de Kiev, et non pas des républiques autoproclamées. D'ailleurs, quel intérêt aurait-eu Donetsk et Lugansk à aggraver les tensions militaires avec l'armée ukrainienne au cours des dernières semaines? Franchement, je ne vois pas. D'autant que la position officielle de la Russie, il y a encore très peu de temps, était de dire on met tout sur la table, on repart sous la forme du fameux format Normandie, dans une négociation entre gens de bonne tenue, de façon à ce que ces accords de Minsk qui ont été enterrés tout de même, il faut le rappeler, en raison de l'obstruction de Kiev encouragée par les Occidentaux, d'une certaine façon, revoient le jour et qu'on puisse avancer. Tout cela a été balayé d'un revers de main dédaigneux, aussi bien par Kiev que par les Occidentaux. Donc, l'OTAN s'élargit de manière inconsidérée jusqu'aux frontières de la Russie. Il y a une aggravation des tensions entre le Donbass et Kiev, et toutes les propositions russes, qui sont des propositions de nature diplomatique et politique, sont balayées d'un revers de la main. Voilà la situation. Alors, que fait la Russie? Alors, elle pouvait faire autrement. Elle pouvait effectivement continuer de discuter avec les Occidentaux. Sauf que on a atteint le point de non-retour. D'abord parce que la situation à Donetsk et Lugansk devient tout de même insupportable. Il faut rappeler qu'il y a eu quand même 15 000 morts depuis 2014, qu'on ne peut pas vivre en permanence dans ce climat
je dirais, de détestation réciproque et d'affrontements larvés. Et puis surtout, qu'est-ce que la Russie, en poursuivant les négociations, aurait pu obtenir de plus que ce qu'elle n'a jamais réussi à obtenir compte tenu de l'obstruction du camp adverse? C'est ça la vraie question. Tant qu'on n'a pas répondu à cette question et souligné le fait qu'en fait la Russie n'a pas pu et ne pouvait pas obtenir davantage, on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà un peu, hein, vraiment à grands traits, comment je perçois moi la causalité en fait de l'offensive militaire russe contre l'Ukraine. Ouais, je pense que c'est important de le signaler parce que on va parler un petit peu de la guerre médiatique aussi qu'il y a autour de tout ça, mais on voit bien hier au soir, justement, avant que nous conduisions cet entretien, j'ai puisé des informations ici et là et j'ai aussi regardé CNews et BFM. Et c'est intéressant de voir à quel point, en fait, tout est psychologisé autour de la figure de Poutine. On fait de Poutine un fou furieux, tu l'as souligné, un paranoïaque, quelqu'un en pleine hubris, prêt à dévaler sur toute l'Europe, etc. Enfin, c'est assez hallucinant la psychologisation qu'il y a et qui est valable pour Poutine, mais qui est valable d'ailleurs dans la manière générale qu'ils ont de faire de l'histoire désormais, hein, puisque c'est toujours le petit traumatisme d'Hitler qui explique la totalité de la Seconde Guerre mondiale, enfin, moi j'en passe. Et à côté de ça, intéressant aussi de souligner, je remarque parce que c'est quand même un de mes sujets, de voir aussi quelques mouvements gauchistes bien que minoritaires qui soulignent le fait que, ah non, non, c'est pas qu'il est fou, mais c'est l'expression même du patriarcat et de la domination du mâle blanc, etc. Enfin bon, on est toujours dans Oui, de délire et donc on occulte complètement toute la réalité objective. Et je pense qu'au contraire, effectivement, ça traduit bien, et je pense que tu voulais en faire état, les enjeux de guerre médiatique que l'on a là aussi. Et du coup, par rapport à ça, j'avais une question. Est-ce que justement, on peut imaginer peut-être que la Russie de Poutine à l'heure actuelle est une victoire militaire qui permette de mettre en place des négociations? D'ailleurs, ce matin, quand j'ai regardé les informations, il était question a priori de début de négociation entre Kiev et Moscou. Donc, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Mais à côté de ça, on est toujours en train de nous vendre effectivement une espèce de guerre médiatique permanente avec un fou furieux qui serait incapable de se contrôler. Est-ce qu'il y a une victoire militaire possible pour la Russie? Mais qui pourrait s'accompagner d'une défaite politique finalement. C'est-à-dire que, comme on a pu le voir d'ailleurs hein, à l'autre côté avec les États-Unis, c'est-à-dire la victoire militaire en Afghanistan par certains aspects, mais une grande défaite politique et finalement une détestation. Bon, bref, je te laisse là. et à ce sujet, moi, j'ai envie de dire quelque chose là-dessus que je pense profondément, c'est que je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine ait pris la bonne décision. Je pense qu'il était dos au mur compte tenu de la situation géopolitique qu'on a rappelée tout à l'heure, et que l'avenir nous dira si c'était la bonne décision. Parce qu'il peut y avoir, de son point de vue, un premier scénario catastrophe qui serait l'absence de victoire militaire nette. Je ne crois pas personnellement, mais c'est possible, c'est de l'ordre du possible, qui rendrait évidemment toute cette affaire complètement inutile, absurde et qui serait catastrophique pour les dirigeants russes de ce point de vue-là. Il peut y avoir aussi une victoire militaire nette, qui est probable, je pense, en l'état de nos connaissances aujourd'hui, mais qui serait sur le plan politique, alors sur le plan politique interne en Russie, politique aussi à l'intérieur de l'Ukraine et plus largement sur le plan international, qui ne serait pas forcément une bonne affaire. Bon, ça, c'est effectivement le risque. Alors, il faut rappeler quand même les motivations de cette intervention militaire, de cette invasion de l'Ukraine, parce que c'est quand même une invasion de l'Ukraine, bien entendu, qui est en train de s'opérer. Il s'agit donc de sécuriser le Donbass. Bon, ça on a bien compris. De toute façon, c'était l'abcès de fixation depuis 2014 qui allait, je dirais, forcément justifier un jour ou l'autre une initiative russe, diplomatique dans un premier temps, et on le voit aujourd'hui militaire. Et puis, les deux autres motifs, c'est la démilitarisation de l'Ukraine et la dénazification de l'Ukraine. Or, sur le deuxième point, donc premier point le Donbass, deuxième point la démilitarisation de l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Russie a pris les devants, puisqu'il est écrit dans la constitution ukrainienne, parce qu'il y a consensus là-dessus, entre les différentes fractions du nationalisme ukrainien, que l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN. La Russie prend les devants en sapant la base matérielle de cette éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Si jamais un jour l'Ukraine va entrer dans l'OTAN, on ne peut pas dire qu'elle va apporter, sur le plan militaire, une contribution particulièrement remarquable parce que la Russie se sera employée à saper cette base matérielle.
En clair, on détruit les infrastructures militaires de l'Ukraine qui sont perçues par les dirigeants russes, à raison de leur point de vue, hein, incontestablement, subjectivement ils ont raison, comme une menace potentielle. Il n'y a qu'à regarder une carte pour voir que l'interpénétration des territoires des deux pays crée une situation quand même qui est difficilement supportable pour la Russie en termes de sécurité nationale. Le troisième motif, c'est la dénazification. Et là, c'est intéressant parce qu'il n'a pas grand-chose à voir avec les deux motifs précédents, en fait. C'est assez curieux, mais il faut bien voir que dans les représentations russes de ce conflit, c'est important. Parce que ce qui s'est passé en 2014 a laissé des traces douloureuses. On se rappelle du massacre des travailleurs d'Odessa. On se rappelle des exactions commises par le régiment Azov et d'autres contre les populations russophones. Et là, il y a visiblement de la part des dirigeants russes la volonté de régler des comptes. Régler des comptes d'une manière qui ne relèvera pas, à mon avis, de la douceur évangélique. Et au moment où nous parlons, il est tout à fait possible que des forces spéciales russes soient en train de régler son compte au régiment Azov. Bon. Ça, évidemment, c'est totalement occulté par les médias occidentaux et c'est difficile à comprendre pour un public occidental ou européen, parce que c'est quelque chose qui renvoie à tout l'inconscient de l'histoire soviétique, de la Grande Guerre patriotique, du fait que les nationalistes ukrainiens se sont engagés massivement aux côtés du Reich hitlérien à l'époque contre l'URSS, et c'est tout le problème en fait de la contamination du nationalisme ukrainien, qui en soi pourrait avoir autant de légitimité que notre nationalisme, à condition de ne pas être conquérant, par le bandérisme. Alors, le national-bandérisme ukrainien est absolument insupportable pour Moscou parce qu'il a été responsable de l'assassinat de plusieurs centaines de russophones et parmi eux probablement des ressortissants russes. Donc ça, c'est le troisième motif. Or, ça, tu parlais de la représentation médiatique du conflit, c'est totalement occulté dans le discours occidental. Parce que ça n'intéresse personne, ça. Les dirigeants occidentaux, ils n'ont pas envie qu'on parle du fait qu'ils soutiennent un gouvernement qui, en fait, pactise avec des néo-nazis. Voilà. Même Bernard-Henri Lévy, hein, qui, a priori, pourrait avoir des raisons de ne pas aimer les néo-nazis, il les trouve finalement très sympathiques. Donc, là, il y a un élément qui est intéressant. Voilà. Non, mais c'est important de le souligner. Le Luxman, Jadot, etc., qui est toute cette gauche plus tolérante, tolérance elle-même, soi-disant, qui, encore une fois, est au fronton, effectivement, en soutien depuis. En fait, ils font avec le nationalisme identitaire ou le néonazisme, là en l'occurrence, parce que le régiment Azov, c'est vraiment des néonazis, ce qu'ils font avec le terrorisme djihadiste. C'est-à-dire, ils prétendent le détester, le combattre à domicile, mais ils l'encouragent volontiers à l'étranger quand il s'agit de déstabiliser des États souverains qui ne sont pas dans la ligne de Washington. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir de la part de Vladimir Poutine à l'heure actuelle une volonté du coup de s'emparer complètement de l'Ukraine, de l'annexer totalement du coup à la Russie, ou est-ce que finalement il y aurait simplement la récupération notamment du Donbass qui pourrait devenir une forme de protectorat? Comment on peut imaginer la suite des événements? Parce que là-dessus aussi on entend à peu près tout et n'importe quoi. Il y a ceux qui prétendent qu'il veut refaire l'URSS et que donc dès demain, il va aussi récupérer la Pologne et puis avancer jusqu'à l'ex-Tchécoslovaquie. Et puis il y a ceux qui disent que finalement, ben non, il se positionne juste à la frontière du Donbass, justement, avec les missiles nucléaires, histoire de justement se prémunir de tout ce que tu as évoqué. On ne sait pas quelle lecture avoir non plus sur ces questions-là, quoi. L'idée selon laquelle Vladimir Poutine voudrait reconstituer l'Union soviétique, pour moi, est absurde. D'abord parce que l'Union soviétique, il n'y a qu'à regarder une carte pour se rendre compte que, de toute façon, Poutine le voudrait-il, il aurait du mal quand même à reconstituer un empire qui aurait cette assise territoriale. Par contre, que la Russie veuille s'assurer aux marches de son propre territoire, le territoire de la Fédération de Russie, de la neutralité ou de la bienveillance des pays voisins, c'est tout à fait logique. Ajoutons à ça le fait, qui est un impératif de sécurité assez classique pour tout État souverain digne de ce nom, un problème qui est celui des minorités russophones présentes dans les pays limitrophes. Bon, et notamment en Ukraine, mais c'est le cas aussi dans les pays baltes. Simplement dans les pays baltes, jamais la Russie n'a envisagé quoi que ce soit, comme elle vient de faire pour l'Ukraine, parce que l'enjeu, à mon avis, l'enjeu de sécurité nationale n'est pas le même. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile à dire. On ne lit pas dans le bar de café, ni toi ni moi. Ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, c'est vraiment une opinion que j'émets, la Russie n'aurait vraiment pas intérêt à rester longtemps en Ukraine, à s'enliser dans une sorte de bourbier ukrainien, comme d'ailleurs commencent à s'en délecter certains observateurs anti-russes. Elle n'aurait vraiment pas intérêt à le faire, et même, je dirais, à essayer de
de gouverner Kiev par procuration. Je pense que ça serait une erreur. Donc là, il y a pour moi une inconnue. Je ne sais pas du tout quelle est la stratégie du Kremlin là-dessus. Je ne sais pas ce qui se passera. Par contre, il n'est pas impossible, et tu l'as dit, que tous les territoires situés en gros à l'est d'une ligne que l'on pourrait tracer entre Kharkov et Mariupol puissent basculer plus ou moins dans le giron russe. C'est-à-dire soit relever du futur périmètre des républiques autoproclamées du Donbass, qui actuellement ne recouvrent pas leur périmètre administratif et qui pourraient donc voir je dirais, leurs frontières s'étendent, ce qui est le cas d'ailleurs concrètement au moment où nous parlons, voire une partie de la fameuse Novorossia, éventuellement, d'une manière ou d'une autre, entrer dans le giron russe. Mais là, on est dans la politique fiction, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de russophones en Ukraine et qu'il y a un certain nombre de gens qui verraient d'un bon œil, effectivement, soit une relation privilégiée avec Moscou, soit carrément le retour dans le giron de la mère patrie, comme l'a fait l'Ukraine. Voilà. Là, je dirais c'est la mosaïque ukrainienne qui est en jeu. C'est très compliqué et il est difficile d'y voir clair aujourd'hui sur ce qui va se passer demain. Mais on sait que pour des raisons historiques aussi, l'Ukraine est très divisée en deux, entre l'Est et l'Ouest, justement, Oui, avec un Est plus proche bien sûr. occidentaux de l'OTAN et un Est plus L'histoire. de la Russie. Est-ce qu'il y a un risque? Alors, il y a forcément un risque, mais encore une fois, comment est-ce qu'on peut l'analyser? Est-ce que ce risque, il est probant ou est-ce que finalement, c'est pas, ça n'a pas tout à fait de sens à l'heure actuelle, mais de voir émerger là aussi une forme de guerre civile, notamment avec l'appel qu'a pu faire Zelensky hier, et un esprit peut-être sur le plus long terme revanchard de la part des Ukrainiens vis-à-vis justement des Russes qui ferait s'éterniser un peu ce conflit sous différentes formes aussi. Bien sûr. Alors, il faut savoir que l'esprit revanchard d'un certain nombre d'Ukrainiens à l'égard de la Russie, de toute façon, il existait avant l'intervention russe. C'est d'ailleurs parce que des Russes et des russophones ont été victimes d'exactions, parfois assassinés et humiliés d'une manière générale par le gouvernement ultranationaliste de Kiev depuis 2014, que le conflit actuel a lieu. Si cette situation que je viens de décrire n'avait pas eu lieu précédemment et si la situation n'avait pas empiré, on n'aurait pas eu cette intervention militaire russe, c'est évident. Ce qui ne la justifie pas, mais qui permet de l'expliquer, voilà, historiquement, évidemment. C'est pas pour le plaisir que Vladimir Poutine a envoyé ses troupes en Ukraine, c'est parce qu'il est en quelque sorte dos au mur sur le plan géopolitique et géostratégique, et parce qu'il pense que la voie diplomatique et politique ayant échoué, il pense que par la voie militaire, il va obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire une Ukraine fédéralisée, je suppose que c'est l'objectif, voire amputée de ses territoires de l'Est, c'est pas impossible non plus, et en tout état de cause, neutralisée. Voilà, c'est ça l'idée. Neutraliser, démilitariser et dénazifier. Est-ce qu'il va atteindre ces trois objectifs qui sont tout de même assez ambitieux et qui nécessite évidemment l'emploi de la force militaire, mais aussi, je suppose, des moyens politiques? Nous n'en savons rien. Voilà. L'avenir nous dira si Poutine a pris la bonne décision. Aujourd'hui, sur ce plan précis, je n'en suis pas sûr. C'est une initiative russe que l'on peut comprendre pour des raisons historiques, stratégiques et politiques, mais il n'est pas sûr que ce soit la bonne décision. Voilà. Et pour les raisons que tu as dites et que j'ai rappelées aussi. Est-ce qu'il n'a pas pris cette décision aussi du fait d'une faiblesse apparente et d'échecs répétés aussi de Biden sur la scène internationale, et y compris en Bien interne? sûr. Est-ce que du coup, il n'avait pas peut-être une porte d'entrée? Et imaginons du coup, alors tu l'as suffisamment souligné, que c'était peut-être pas la meilleure des stratégies. Imaginons maintenant que cette stratégie, malgré tout, elle paye. Est-ce qu'on peut imaginer du coup une transformation géopolitique qui soit à la fois un bénéfice pour la Russie et peut-être pour la Chine, et qui vienne complètement redistribuer les cartes au niveau géopolitique, déjà que depuis quelques années, c'est le cas, quoi. Imaginons qu'il y ait une issue favorable à la Russie à ce conflit à l'heure actuelle. Quelle forme ça pourrait prendre dans la redistribution? Parce que là, on voit bien que aussi, je termine rapidement pour te laisser la parole, mais on voit bien là aussi Oui, les oui. délires qu'il peut y avoir, y compris aux côtés du gouvernement français, quand ils sont en train de dire que Bruno Le Maire hier, qui disait, je ne sais plus exactement l'expression, mais qu'on allait mettre à genoux la Russie économiquement, etc. Ça paraît, enfin, soit c'est du discours politique complètement à côté de la plaque, soit ils sont complètement tarés, mais en fait, Oui, mais en plus, les propos sont les propos d'un ministre d'un État qui n'est pas un État. La France n'est pas un État souverain. Elle n'a pas de monnaie.
Elle a une richesse publique qui est négative, voir les derniers chiffres de Piketty à ce sujet. Son armée est sous commandement américain et sa diplomatie est une diplomatie de caniche qui n'a qu'une seule fonction, c'est de relayer avec une petite marge de manœuvre qui dépend de la longueur de la laisse, de toute façon, la diplomatie américaine. Voilà. Donc, quand un État comme ça, qui n'est pas un État souverain, prétend faire saigner un État comme la Russie, qui est un État souverain. Voilà. Alors peut-être que les dirigeants russes ont beaucoup de défauts, peut-être que la Russie, historiquement, charrie beaucoup de choses négatives, de violence, mais enfin, c'est un État souverain. Voilà. Donc, faire plier la Russie, ça va être compliqué. Et d'autant, comme tu l'as dit, que la Russie peut s'adosser à son allié chinois, même si, il faut le rappeler, la relation entre la Chine et la Russie n'est pas une alliance militaire. Pour une raison très simple, c'est que la Chine est contre les alliances militaires. Elle n'en a aucune. Et dans les textes officiels chinois, il est bien précisé que la Chine travaille avec tout le monde, elle œuvre pour la paix mondiale, et elle a évidemment des relations de partenariat privilégiées avec un certain nombre de pays avec lesquels elle partage des intérêts et des affinités. Bon. Mais tout ça pour dire qu'en définitive, la Chine offre, justement parce qu'elle a cette position, à la Russie une sorte d'arrière-cour quelque part, de background, hein, de support qui lui permet d'encaisser le choc des sanctions occidentales. Enfin, c'est pas pour rien si un accord pétrolier et gazier de premier plan a été signé pour 30 ans, tout récemment, entre la Chine et la Russie. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, on pourrait faire remarquer que l'Europe n'a pas l'intention de se passer du gaz russe, en dépit des sanctions qu'elle entend prendre. Donc, l'histoire des sanctions, on va pas s'étendre là-dessus parce qu'elle est c'est presque dérisoire à mon avis. La Russie, elle s'est préparée aux sanctions. Hein. On en inflige déjà depuis longtemps. Elle s'est préparée à cette nouvelle tranche de sanctions. C'est une manière pour les Occidentaux de dire qu'ils font quelque chose, sachant qu'en même temps, et heureusement d'ailleurs, ils prennent la précaution de préciser qu'ils n'enverront aucun soldat en Ukraine. J'espère d'ailleurs que cette position sera constante. Parce que si c'est le cas, effectivement, alors on peut entrevoir une issue positive à cette crise. Si les Occidentaux n'interviennent pas militairement, y compris officieusement, hein, on est d'accord, n'interviennent pas militairement, ce qu'il faut souhaiter, c'est ce qu'ils disent, et il faut le souhaiter, la guerre sera courte. Voilà, la guerre sera courte et les 3 objectifs visés par Moscou seront atteints plus rapidement. Et plus rapidement ils sont atteints, plus on retrouvera une situation à peu près normale, avec une Ukraine démilitarisée et neutralisée. C'est pas gagné. Vladimir Poutine joue très gros. Le succès n'est pas du tout garanti. C'est pour ça que je dis que je suis pas sûr que ce soit la bonne décision. Mais enfin, de toute façon, j'ai quand même l'impression que les Russes n'avaient plus vraiment le choix. Voilà. Parce que imaginons quand même qu'ils n'aient rien fait. C'est-à-dire qu'ils aient continué à discuter avec des gens qui, de toute façon, ne veulent rien céder. On serait arrivé à une situation, à un moment donné, où la Russie, en fait, n'est plus la Russie. C'est-à-dire qu'elle n'a plus du tout les garanties de sécurité qu'elle est en droit de réclamer vis-à-vis de gens dont l'alliance militaire s'étend progressivement aux frontières du pays, comme ça, comme si de rien n'était, sachant que dans les pays membres de l'OTAN, de l'Est européen, Washington a installé des boucliers antimissiles, et que bien évidemment, la Russie, de son côté, ne peut pas et ne veut pas appliquer la réciprocité, puisque la Russie, que je sache, n'a jamais envisagé d'installer des missiles ou des antimissiles à Cuba, au Venezuela, et bien sûr pas au Canada ou au Mexique. Parce que si on veut faire des comparaisons, c'est ça dont il s'agit. La Russie est dans la position vis-à-vis de l'Ukraine qui serait celle des États-Unis si le Mexique ou le Canada étaient une entité plus ou moins hostile, appartenant ou voulant appartenir à une alliance militaire dont on a vu quand même au cours des dernières décennies qu'elle n'était pas seulement une alliance défensive. L'OTAN a pulvérisé la Serbie pour lui arracher le Kosovo en violation du droit international. L'OTAN a détruit la Libye, on voit le résultat. L'OTAN est une alliance qui n'est pas défensive, c'est une alliance militaire à mains égards criminelle qui a montré de quoi elle était capable lorsqu'elle poursuivait des objectifs qui étaient des objectifs qui relèvent tout simplement de l'impérialisme de Washington et certainement pas de la protection des intérêts des populations des pays membres de cette alliance. Donc, la position russe, quand même, il faut la comprendre de ce point de vue. Voilà.
Et puis l'OTAN s'est arrogé le droit depuis des années de, là aussi, reconstituer complètement le paysage géopolitique, redessiner les frontières, annexer certains pays, etc., décider de la politique interne. Enfin, c'est partout, c'est tout le temps. Et en fait, c'est tellement présent, encore une fois, qu'on l'oublie, quoi. C'est la lettre volée des Non, c'est diplômes. ça. Enfin, en fait, c'est tellement sous nos yeux à longueur de temps qu'on a fini par considérer que c'était normal et que donc on inverse la victime et l'agresseur, quoi. Donc, ouais, ouais, non. Et est-ce que la Chine pourrait peut-être aussi, du coup, sortir vainqueur et les mains un peu propres, j'ai envie de dire, de ça, parce qu'elle pourrait très bien être le chef d'orchestre dans le concert des nations à venir de celle qui organise la paix, justement. Peut-être que ça peut. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est le vote au Conseil de sécurité, donc tout récemment, il y a quelques heures en fait, où on a vu donc la Russie, évidemment, ça peut se comprendre, opposer son veto à la résolution américano-albanaise visant à la condamner pour l'intervention en Ukraine, et puis alors la Chine et l'Inde qui se sont abstenues. Alors la Chine s'était attendue, elle n'avait pas besoin de voter contre, il y avait le veto russe. Donc elle affiche une sorte de neutralité bienveillante à l'égard de la Russie sans aller jusqu'à une approbation ou à une désapprobation. L'abstention lui allait très bien. Ce qui est plus étonnant, c'est l'Inde. Alors, il faut savoir que l'Inde a eu, en dépit des initiatives prises par le gouvernement indien actuel qui s'est quand même rapproché de Washington, l'Inde a quand même une tradition de relations militaires, notamment avec la Russie. Donc, la Chine et l'Inde, c'est 40% de la population mondiale. Curieusement, cette abstention sino-indienne n'a pas été du tout commentée dans la presse occidentale. Ça ne les intéresse pas de savoir que 40% de la population mondiale, les deux géants asiatiques, disent non, nous on ne condamne pas la Russie. On ne l'approuve pas, mais on ne la condamne pas, ce qui est très important du point de vue justement des enjeux de cette recomposition géopolitique à venir et dont la Chine, oui, sera sans doute le chef d'orchestre, mais à sa façon, c'est-à-dire sans se mêler des affaires des autres. Par exemple, on ne voit pas du tout une médiation chinoise se profiler dans cette affaire-là. Les Chinois vont rester à distance, ils vont assurer Moscou de leur soutien discret, parce qu'ils comprennent très bien les raisons pour lesquelles la Russie a pris cette initiative, que les Chinois eux-mêmes n'auraient sans doute pas prise, en tout cas pas de cette façon-là. Mais la Chine a un problème qui est analogue, avec l'encerclement dont elle fait l'objet par les États-Unis, dont les forces aéronavales croisent en permanence entre la Chine continentale et l'île de Taïwan, dans le détroit de Formose ou dans la mer de Chine méridionale, avec évidemment là un certain nombre de pays asiatiques qui sont proches de Washington et qui constituent des relais pour cet encerclement de la façade maritime de la Chine. Les enjeux en Chine de sécurité nationale sont également très importants. Bon, pas aussi cruciaux, je pense, que ceux que représente l'Ukraine pour la Russie, parce que là, il y a une imbrication des deux territoires. Et puis, il y a la question de la mer Noire. D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a dit, et il a insisté dans ses déclarations sur le fait que si on otanise la mer Noire, il n'y a plus de sécurité pour la Russie. Au-delà du fait que depuis Catherine II, les Russes considèrent qu'en tout cas le nord du littoral de la mer Noire est russe. Et ils n'ont pas tort de ce point de vue-là. C'est intéressant, tu as souligné le fait que du coup la Chine s'y serait peut-être pris autrement dans des mêmes circonstances. Et beaucoup d'observateurs pourtant là soulignent le fait que si il y a une issue positive pour la Russie dans cette invasion de l'Ukraine, eh bien ce serait peut-être une marque pour la Chine d'envahir, si on peut dire, Taïwan et donc de récupérer les territoires de Taïwan. Puisqu'on sait, bon, on l'a déjà évoqué dans une autre vidéo, mais on sait à quel point les Occidentaux travaillent là aussi à laisser entendre effectivement que la Chine serait impérialiste, etc. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et que ça intéresse, je renvoie à la vidéo qu'on avait faite à ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses du coup? Quelle peut être la politique de la Chine vis-à-vis de Taïwan? Et est-ce que effectivement ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine va avoir un impact direct peut-être sur la manière dont la Chine va décider des décisions à prendre vis-à-vis de Taïwan? Les deux situations sont très différentes. Taïwan, c'est une île chinoise qui est séparée de l'État chinois par les circonstances de l'histoire. C'est parce que Chiang Kai-shek s'est réfugié dans cette île sous la protection américaine avec son armée qu'effectivement il y a cette entité sécessionniste dont le territoire de toute façon est chinois, ça ne se discute même pas. Bon. D'ailleurs, la plupart des pays du monde ont renoncé aux relations diplomatiques officielles avec Taïwan pour avoir des relations avec la Chine, ce qui montre bien que le monde a choisi d'ailleurs. La communauté internationale, comme on dit, pour une fois quasi unanime, il y a très peu d'États qui reconnaissent Taïwan, la Lituanie, je crois, a tranché cette question. Donc c'est clair. Par contre, la doctrine chinoise sur Taïwan, c'est la Chine, mais
nous ne procéderons pas à une réunification par la force. Ça, c'est la doctrine chinoise actuelle. Quand les Chinois disent qu'ils vont répliquer lorsque ils envisagent la possibilité, peu probable d'ailleurs, que l'actuel président indépendantiste proclame l'indépendance de Taïwan, ça ne signifie pas, à mon avis, qu'ils vont procéder à une invasion militaire de Taïwan. Ça signifie qu'ils vont prendre des mesures de rétorsion économique, notamment, à mon avis, très sévères, contre Taïwan. Je rappelle qu'il y a 1 million de Taïwanais qui vivent à Shanghai, que la moitié des entreprises taïwanaises travaillent sur le continent. Je pense que la Chine a une politique à l'égard de Taïwan qui joue le long terme, ce qui ne veut pas dire qu'un jour, ne puisse pas éclater une crise qui pousserait Pékin à prendre l'initiative militaire. C'est pas impossible, mais ce n'est pas leur volonté et ce n'est pas leur stratégie. Voilà, au moment où nous parlons. Donc les deux situations, à mon avis, sont pas comparables, même si, à certains égards, c'est vrai que Taïwan représente un enjeu de sécurité nationale, outre le fait qu'elle est chinoise, historiquement, qui n'est pas négligeable. Voilà, c'est quand même une île assez importante qui est proche de la Chine continentale. On imagine mal que la Chine accepte indéfiniment que ce soit un bastion avancé de l'impérialisme des États-Unis qui soit présent comme ça à quelques kilomètres de ses côtes. C'est clair. On a prévu d'être assez bref, donc j'aurais une dernière question un peu plus franco-centrée, si je puis dire, et faisons un peu de politique fiction et à un niveau dingue, je pense, par rapport à la réalité. Mais comment est-ce que la France pourrait tirer son épingle du jeu si elle était à l'heure actuelle un État souverain? Et tu as souligné que ce n'était pas le cas, puisqu'on a vu que il y avait effectivement des groupes de gauche avec lesquels on n'a pas envie de les côtoyer pour autant et compagnie, etc. Je me permets de réinsister là-dessus parce que souvent je me fais attaquer, c'est intéressant de voir que nous, on serait des rouges bruns et j'en passe, etc. Mais que ceux-là même, encore une fois, Taubira, Jadot, etc., soutiennent eux des nazis. Donc j'aimerais bien que les gens aient ça en tête quand même, c'est intéressant. Bon, il y aurait effectivement des dits pro-russes, bon, ils sont quand même assez peu nombreux. Et puis, il y avait des positions non alignées. Même Mélenchon a tenu cette position jusqu'aux événements de cette semaine. Alors, comment, si imaginons, du coup, je répète ma question, mais imaginons effectivement qu'on ait une politique réellement souveraine, comment est-ce qu'on aurait pu tirer notre épingle du jeu Moi, je crois qu'une politique souveraine pour la France consisterait à proposer sa médiation sur la base de deux principes. Un, la souveraineté ukrainienne. Oui, l'Ukraine a le droit de voir reconnu et défendu sa souveraineté, ce qui supposerait évidemment que la Russie retire ses troupes de l'Ukraine et signe un traité de paix avec ce pays qui soit un traité de reconnaissance mutuelle des impératifs de sécurité des uns des autres. Deuxième point, l'acceptation par l'Ukraine de ne pas revendiquer son adhésion à l'OTAN, donc sa neutralisation sur le plan géostratégique, de façon à offrir à la Russie les garanties de sécurité qu'elle demande. Je pense que sur cette base-là, il pourrait y avoir discussion. Mais comme tu dis, on est dans la politique fiction, parce que pour qu'un chef d'État français ait le courage de dire ce que je viens de dire, je crois qu'on va attendre. Bon, c'est bien malheureux, c'est bien dommageable, et c'est là qu'on voit encore une fois à quel point nos gouvernements en réalité agissent contre les intérêts du peuple français de manière générale, hein, puisqu'on aurait tout intérêt effectivement aujourd'hui à formuler d'autres alliances. Bon, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou on en reste là pour ce commentaire d'actualité bref, mais il y aurait eu tellement de choses à dire que de toute façon, il valait mieux revenir effectivement dans les grandes lignes, mais... Il vaut mieux renouveler l'exercice, je dirais, dans quelques semaines, par exemple, plutôt que de faire quelque chose de trop long. Je pense que c'est bien, on a choisi le bon format. Non, tout ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que la balle est dans le camp russe. C'est-à-dire que l'évolution de la situation, en fait, elle dépend de paramètres qui sont, je dirais, dans les mains de Vladimir Poutine. Voilà. Parce que très nettement, moi, ce qui me frappe lorsque j'écoute les dirigeants occidentaux, j'ai écouté Joseph Biden hier, c'est en fait cette espèce de logorée d'emphase rhétorique qui est dans son emphase inversement proportionnelle, je dirais, à la véritable intervention de l'Occident dans cette affaire, puisqu'ils passent autant de temps à dire qu'ils vont sanctionner durement la Russie, qu'ils n'en passent à dire que de toute façon, ils n'interviendront pas militairement, et heureusement d'ailleurs. Donc, il y a un moment, tout ça va commencer à ressembler à une espèce de disque rayé, quoi. Donc, au lieu de persévérer dans cette voie, je pense qu'il devrait essayer
de contribuer à rétablir un pont diplomatique entre Kiev et Moscou pour mettre fin à la guerre, parce que là, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que cette guerre, il faut y mettre un terme, et que, évidemment, il faut que la paix reprenne le dessus dans cette région. C'est quelque chose, là, je crois, sur quoi tout le monde doit être d'accord. Tout à fait. Bon, merci beaucoup, Bruno, et donc peut-être dans quelques Frédéric, jours ou semaines, si nécessaire. Je te remercie. avec plaisir.